Bienvenue à la 4e leçon du programme d'algèbre linéaire de Bédénet-U. Cette 4e leçon est intitulée Espace vectoriel. Tout d'abord, le sommaire. Premier paragraphe, définition. Deuxième paragraphe, exemple. Troisième paragraphe, sous-espace. Bien entendu, sous-espace vectoriel. Quatrième paragraphe, intersection de sous-espaces vectoriels. Cinquième paragraphe, somme de sous-espaces. Alors, définition. Dans cette leçon, on va axiomatiser toutes les propriétés qu'on a vues sur les vecteurs. Autrement dit, on va considérer une structure plus générale, d'une manière axiomatique, qui va avoir toutes les propriétés qu'on a déjà citées pour les vecteurs de Rn ou de Cn. Alors tout d'abord, quand on parle de K, c'est ou R ou C. Et si V est un ensemble non vide muni de deux lois de composition interne, l'une de composition interne et l'autre de composition externe, de deux lois addition, c'est-à-dire pour U et V, deux vecteurs de V, deux éléments de V, on associe un unique élément de V appelé somme de U et de V et noté U plus V. Donc, dans notre ensemble V, qui est un ensemble non vide, on a une loi qui est une loi de composition interne, qui est l'addition. Il s'agit de dire que pour tout élément U et V de grand V, on associe un élément unique de V appelé somme de U et de V et noté U plus V. Bien sûr, ici, les éléments de V, on les note avec des flèches. Et aussi, on a une deuxième loi qui est la multiplication par un scalaire. Il s'agit de, pour un élément U de V et lambda, un élément de K, c'est-à-dire un scalaire, on associe un élément unique noté lambda U. Alors, je répète, pour U élément de V et lambda appartenant à K, on associe un élément unique de V qui est noté lambda U. Alors, on dira que V est un espace vectoriel sur K si les actions suivantes sont vérifiées. Autrement dit, si notre addition et notre multiplication par un scalaire vérifient un certain nombre d'actions. Un certain nombre d'actions pour l'addition, un certain nombre d'actions pour la multiplication, et bien sûr, il y a des actions qui lient les deux lois, addition et multiplication par un scalaire, ce qu'on appelle la multiplication externe. Alors, le premier axiome, c'est A1, c'est l'axiome qui dit qu'il y a l'associativité pour l'addition. Autrement dit, que U plus V plus W, c'est la même chose que U plus V plus W. Dans ce sens comme ça. Le deuxième axiome, c'est l'axiome A2, qui dit que, quel que soit U et V de grand V, U plus V, c'est V plus U. Autrement dit que notre addition est commutative. Ici, on dit que notre addition est associative. L'axiome A3 veut dire qu'il existe un vecteur de V qu'on notera 0 et qui vérifie 0 plus U égale à U plus 0 égale à U, quel que soit U dans grand V. Autrement dit, 0 va jouer ici le rôle de 0 dans R ou dans C ou des vecteurs nuls qui a été défini dans la leçon précédente. Remarque, ce 0-là, qui vérifie 0 plus U égale à U plus 0 égale à U, quel que soit U, est unique. On peut montrer sans difficulté que si un autre vecteur vérifie la même chose que ce 0-là, alors il lui est égal. Et on l'appelle alors, c'est le vecteur nul de V. Aussi, un quatrième axiome pour l'addition qui dit que pour tout U dans V, il existe un élément noté moins U, tel que U plus moins U égale moins U plus U égale 0. Cet élément moins U est aussi unique. Alors, comment on montre l'unicité? On la montre par les axiomes précédents, c'est-à-dire l'associativité et la commutativité. Bien sûr, et l'existence de l'élément 0. Alors, cet élément montre qu'il est unique et on l'appelle l'opposé de U.
Alors, on a encore 4 axiomes, mais là, qui font intervenir la multiplication externe. Le premier, c'est M1. Remarquez que les axiomes M1, M2, M3, j'ai choisi les lettres M pour dire que c'est la multiplication externe, et les autres, A1, A2, A3, A4, j'ai choisi A, la lettre A pour dire que c'est les axiomes qui ont relation avec l'addition. Donc l'axiome M1, c'est alpha U plus V, c'est alpha U plus alpha V. M2, c'est alpha plus bêta U, c'est alpha U plus bêta U. Le troisième axiome M3, c'est alpha bêta qui multiplie U, c'est alpha qui multiplie bêta U. Et le quatrième et le dernier, 1 fois U, c'est U. 1, c'est bien sûr le 1 de K. K qui est soit R, soit C. Donc c'est le 1 que tout le monde connaît, c'est le 1. Le 1 de R ou de C. Donc, aussi, je dois attirer votre attention sur la chose suivante, c'est que on a 0 de K, qui est le scalaire 0, et on a le 0 de V, qui est l'élément neutre pour l'addition. Il ne faut pas les confondre. Des fois, on ne note pas les vecteurs, les éléments de V par, qu'on appelle les vecteurs, par anticipation avec ce qu'on a vu à la troisième leçon, on appelle aussi les vecteurs. On ne les note pas par flèche, on ne met pas la flèche dessus. Mais c'est pour ne pas alourdir les notations. Mais il faut bien faire attention, il faut bien savoir quand est-ce qu'un élément est dans K ou dans V. Surtout pour le 0 et surtout pour quand il n'y a pas les flèches pour les vecteurs. Alors, des règles de calcul dans un espace vectoriel, ben, la première règle, c'est que, quel que soit alpha dans K, quand vous multipliez alpha par 0, c'est 0. Mais là, je reviens à la confusion qui doit être levée, c'est que alpha 0, ce 0-là, c'est le 0 de V, c'est-à-dire c'est le vecteur. Autrement, je peux très bien mettre une flèche sur ce 0-là. Et là, quand vous multipliez un scalaire par un vecteur, vous trouvez un vecteur. Donc là aussi, c'est le 0 vecteur. Donc normalement, si on voulait alourdir la notation, on mettrait une flèche. Mais comme on veut simplifier les choses, on ne met pas de flèche. Donc, première règle de calcul, c'est que vous multipliez alpha par le vecteur nul, vous trouvez toujours le vecteur nul. Alors, comment on montre cette propriété-là? Ben, vous avez alpha fois 0 égale alpha 0 plus 0. Vous savez, 0 plus 0, c'est 0. Hein? Le vecteur nul plus lui-même, c'est le vecteur nul. Et là, j'utilise la propriété de la multiplication externe. C'est alpha fois 0 plus alpha fois 0. Et là, je peux simplifier par alpha 0. Donc j'aurai 0, et là c'est 0 de V, égale alpha 0. Donc finalement, j'ai ce que je veux montrer. Bien. Deuxième propriété, c'est, quel que soit U dans V, 0 fois U, c'est 0. Et là, le 0, le premier 0, c'est le 0 de K, c'est-à-dire le scalaire 0, c'est-à-dire le 0 de notre 0 de R ou de C. Mais le deuxième 0, c'est le 0 vecteur, parce que quand vous multipliez un 0 qui est un scalaire par un vecteur U, vous trouvez un vecteur. Donc là, le 0, c'est un vecteur. Alors, comment on montre cette propriété-là? Tout simplement, on considère la chose suivante, on met 0U égale, alors c'est 0, c'est 0 plus 0, là c'est le 0 scalaire, hein? Donc c'est 0 plus 0 fois U. J'utilise la propriété de la multiplication externe qui va donner 0U plus 0U. Et encore une fois, je simplifie et ça donne 0 égale 0 fois U. La troisième propriété qui est importante, c'est que si alpha U égale à 0, alors alpha égale à 0 ou U égale à 0. Et là, la démonstration se fait d'une manière très simple. Supposons que alpha U égale à 0. Et supposons que alpha est non nul. Bien sûr, alpha est un élément de K et U est un élément de notre espace vectoriel V. Alpha U non nul, ça veut dire que alpha moins 1 existe. Autrement dit, si alpha est un scalaire non nul,
je peux considérer son inverse. Donc, je multiplie la quantité alpha U par alpha moins 1. Donc, ça va faire alpha moins 1, 0, qui est 0. Mais là, 0, c'est le 0 vecteur. Et là, j'utilise encore la propriété, c'est alpha moins 1 alpha fois U égale 0. Mais alpha moins 1 alpha, c'est 1 fois U égale à 0. Mais 1 fois U, c'est-à-dire U égale à 0. Donc, finalement, j'ai supposé que alpha est non nul et j'ai montré que U était nécessairement nul. En supposant qu'alpha est non nul, on montre que U est nul. Ce qui prouve la troisième propriété. Bien. Alors, comme exemple d'espace vectoriel. Comme exemple d'espace vectoriel, on a tout d'abord K à la puissance n. Alors, c'est quoi K à la puissance n? C'est l'ensemble des n uplets à composantes dans K. C'est-à-dire l'ensemble des n uplets comme ça, A1, A2, AN, avec les aïdes dans K, c'est ça ce qu'on appelle Kn. Cet ensemble, on peut le munir d'une addition. Comment? On prend un élément, A1, A2, AN, et puis un autre élément, B1, B2, Bn, et on dira, voilà, A1, A2, AN plus B1, B2, Bn, c'est A1 plus B1, A2 plus B2, etc., AN plus Bn. Donc ça fait bien une loi. Et cette loi, il vérifie les axiomes A1, A2, A3, A4. De même, on définit la multiplication externe de la manière suivante. Pour lambda, un scalaire, un élément de K, on dira, voilà, lambda fois A1, A2, AN, c'est lambda A1, lambda A2, lambda AN. Et cette multiplication externe vérifie aussi les quatre propriétés M1, M2, M3 et M4. Un deuxième exemple, c'est l'espace des polynômes. Autrement dit, sur l'ensemble des polynômes K de X qu'on a défini dans la leçon précédente, on va le munir d'une addition, c'est l'addition usuelle des polynômes, hein, que vous savez, et puis de la multiplication par un scalaire, que vous savez aussi, et ces deux lois, c'est-à-dire l'addition usuelle des polynômes et la multiplication par un scalaire, vont conférer à notre ensemble K du X une structure d'espace vectoriel sur K. Autrement dit, que ces deux lois vont vérifier les axiomes A1, A2, A3, A4 pour l'addition et M1, M2, M3, M4 pour l'addition et la multiplication par un scalaire. Donc, K de X sera aussi un espace vectoriel sur K. Un troisième exemple, là, c'est un exemple aussi important que les deux autres, c'est ce qu'on note K indice n de X. C'est quoi? C'est l'ensemble des polynômes P à coefficient dans K, donc c'est les éléments de K de X en fait, mais de degré inférieur ou égal à n. Bien sûr, n c'est un entier supérieur ou égal à 1, ou à 0 même. Hein? On peut même considérer n égal à 0. Alors, cet ensemble-là, si on le munit de l'addition des polynômes et de la multiplication par un scalaire, va vérifier les axiomes de l'espace vectoriel, et donc ça sera un espace vectoriel sur K. Le prochain paragraphe, c'est celui des sous-espaces. Alors, comment sont définis les sous-espaces? Les sous-espaces vectoriels, pour définir un sous-espace vectoriel, il faut tout d'abord se situer dans un espace vectoriel. Hein? Alors, soit V, un espace vectoriel sur K. Un sous-ensemble W de V est un sous-espace vectoriel de V si. Hein? Donc, je me donne tout d'abord V, un espace vectoriel sur K, et un sous-ensemble W de V sera dit sous-espace vectoriel de V si, première condition, il faut que W soit non vide. Condition essentielle. Deuxième condition, quel que soit U et V dans grand V, U plus V doit toujours appartenir à V. Autrement dit, quand vous prenez deux éléments de W, leur somme doit rester dans W. Et la troisième propriété, quand vous multipliez un élément de W par un scalaire, le résultat doit être encore un élément de W. Autrement dit, quel que soit lambda dans K, et quel que soit U dans W, lambda U est un élément de W. Donc, ces trois propriétés-là, si elles sont vérifiées, on dira que W est un sous-espace vectoriel de V. Donc, je répète encore une fois, pour avoir un sous-espace vectoriel, il faut déjà se situer dans un espace vectoriel. Et un sous-espace vectoriel, c'est un sous-ensemble non vide qui est, je dirais, la deuxième propriété signifie que l'addition est stable
dans W. Et la troisième propriété signifie que la multiplication externe est stable dans W. Autrement dit, je prends deux éléments de W, leur somme reste dans W, il y a stabilité pour l'addition, et je prends un scalaire et un élément de W, le produit reste dans W. Autrement dit, la multiplication externe est stable dans W. Exemple de sous-espace vectoriel. Alors voilà, je prends V, un espace vectoriel sur K, quelconque, un espace vectoriel sur K quelconque. Et je prends V lui-même. V lui-même, c'est un sous-ensemble de V. Il est non-vide. Pourquoi? Parce qu'un espace vectoriel est toujours non-vide. Pourquoi il est non-vide? Un espace vectoriel est non-vide parce qu'il contient au moins 0. Donc, V, c'est un ensemble non-vide et qui est stable pour l'addition et la multiplication. Donc, on peut dire que V est un sous-espace de V. 0 aussi, l'ensemble réduit à 0. L'ensemble réduit à 0, il est non-vide parce qu'il contient 0. Et il est stable pour l'addition parce que 0 plus 0, c'est 0, ça appartient. Et lambda fois 0, c'est 0, ça appartient. Donc, on peut dire que 0, l'ensemble réduit à 0, c'est-à-dire l'ensemble formé uniquement de 0, est aussi un sous-espace vectoriel de V. Donc, dans un espace vectoriel V sur K, on a toujours deux sous-espaces types. C'est V lui-même et le sous-espace réduit à 0. Donc, il y a toujours ces deux sous-espaces-là, au moins ces deux-là. Dans un espace vectoriel, il y a toujours deux sous-espaces vectoriels qui sont V lui-même et l'espace réduit à 0. Bien. Deuxième exemple. Je prends V égale à R2. Vous savez que R2, on peut le munir de l'addition, on peut additionner deux vecteurs et on peut multiplier un vecteur par un scalaire. Ce qui fait que ces deux lois vont conférer à R2 une structure d'espace vectoriel comme on vient de le voir. Et on peut alors considérer des sous-espaces vectoriels de V égale à R2. Je considère W comme étant l'ensemble, qui est écrit ici, c'est l'ensemble des couples AB, bien sûr, dans R2, tel que A plus B égale à 0. Ben, cet ensemble-là, c'est un sous-espace vectoriel de V. Pourquoi? Tout simplement parce que W est non nul, et non vide, pardon, parce qu'il contient 0. Hein, le vecteur 0 qui est 0, 0 appartient à W. Pourquoi? Parce que 0 plus 0, c'est 0. Donc, le vecteur 0 égale le couple 0, 0, c'est un élément de W. Et aussi, parce qu'il y a stabilité de l'addition, qu'on peut vérifier facilement, et qu'il y a stabilité pour la multiplication externe. Donc, finalement, j'en conclus que W est un sous-espace vectoriel de V. Un autre exemple, cette fois-ci dans R3. V égale R3, comme Rn, c'est un espace vectoriel, parce qu'on a une addition des éléments de R3, c'est-à-dire addition des vecteurs, on a eu la multiplication des vecteurs par un scalaire, ça vérifie tous les axiomes dans l'espace vectoriel, autrement dit A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, M4, donc ça confère à V3 une structure d'espace vectoriel. Mais là, notre W, c'est l'ensemble, c'est un sous-ensemble de V qui est l'ensemble des triplés, il faut bien que ce soit un sous-ensemble de R3 pour dire si c'est un sous-espace ou non. Donc W, c'est l'ensemble des triplés ABC, vérifions la condition, A plus B égale à C. Cet ensemble-là, il est non vide. Premièrement, pourquoi il est non vide? Parce que 0, qui est le vecteur 0, 0, 0, appartient à W. Pourquoi? Parce que 0 plus 0 égale 0. Hein? La première composante plus la deuxième composante, c'est-à-dire 0 plus 0, c'est égal à 0. Donc 0 appartient. Et on vérifie aussi qu'il est stable pour l'addition et la multiplication externe. Autrement dit, on vérifie facilement, sans aucune difficulté, hein, que si vous prenez deux vecteurs A, B, C de W et A', B', C' de W, leur somme, c'est-à-dire A plus A', B plus B' et C plus C', est encore un élément de W. Autrement dit, ça vérifie cette condition-là. Aussi, quand vous multipliez un élément W par un élément, par un scalaire, hein, lambda, alors ça reste un élément de W. Autrement dit que W est bien un sous-espace vectoriel de R3. Un quatrième exemple, c'est, vous savez que K indice n, comme on l'a défini précédemment, est un espace vectoriel. Mais K indice n, je vous le rappelle, c'était l'ensemble des polynômes à coefficient dans K qui sont de degré inférieur ou égal à n. Donc, tout d'abord, ce sont des polynômes. Donc, ce sont des éléments de K de x. Donc, je peux dire déjà que Kn de x est un sous-ensemble de K de x.
Donc je peux dire si Kn de x est un sous-espace vectoriel de K de x ou non. Ben, effectivement, c'est un sous-espace vectoriel de K de x, parce qu'il n'est pas vide. Pourquoi? Parce qu'il contient 0. 0, il est de degré moins l'infini, il est toujours inférieur ou égal à n. Et il y a stabilité pour l'addition et pour la multiplication externe. Donc, en conclusion, K indice n de x est bien un sous-espace vectoriel de K de x. Bien. On a aussi un exemple d'espace vectoriel et qui est tout à fait intéressant, c'est C, l'ensemble des nombres complexes. Et là, je vais préciser un peu les choses. C, l'ensemble des nombres complexes, c'est l'ensemble des complexes de la forme A plus BI avec AB appartenant à R. C, je peux le considérer comme espace vectoriel sur R. Pourquoi? Parce que C, je peux le munir de l'addition, ça vérifie mes axiomes A1, A2, A3, A4. Et si je prends lambda, un élément de R, et Z, un élément de C, Z égale à A plus BI, je peux considérer le produit lambda Z comme étant lambda A plus lambda BI, et c'est bien un élément de C. Et cette multiplication, bien sûr, va vérifier les axiomes M1, M2, M3 et M4. Autrement dit, que je peux dire que C est un espace vectoriel sur R. Maintenant, C est un espace vectoriel sur R, mais R, c'est une partie de C, c'est un sous-ensemble de C. Donc, je peux dire si oui ou non, si R est un sous-espace vectoriel de C. Mais oui, bien sûr, R est un sous-espace vectoriel de C. Et C considéré comme espace vectoriel sur R, vous voyez. Hein? Pourquoi? Parce que R est non vide, et parce que quand vous prenez deux éléments de R, leur addition reste dans R, et quand vous multipliez un scalaire de R, c'est-à-dire lambda, par un élément de R, ben vous restez encore dans R. Donc on peut dire que R est un sous-espace vectoriel de C. Vous voyez un peu les choses, comment ils se mêlent maintenant. Hein? R, c'était le corps, puis après on a construit C, puis on a dit voilà, c'est un espace vectoriel sur R, et même que R est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel sur R qui est C. Bien. Alors, on va envisager maintenant une autre chose, c'est que, étant donné deux sous-espaces vectoriels U et V d'un espace vectoriel V, U et W, pardon, si soit U et W, deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel V, sur K, hein, on peut envisager l'intersection de U et de W. C'est un ensemble. L'intersection de deux ensembles, c'est un ensemble. Et on montre que l'intersection de U et de W, c'est-à-dire U inter V, avec U et W des sous-espaces vectoriels de V, cette intersection-là, ce sous-ensemble-là, est un sous-espace vectoriel de V. Autrement dit qu'il est non vide, évidemment, parce que U contient 0, W contient 0, donc 0 appartient à l'intersection. Et que c'est stable pour l'addition et la multiplication externe, que vous pouvez vérifier facilement. Hein? Donc, on peut dire que l'intersection U inter W est un sous-espace vectoriel de V. Bien. Comme exemple, alors un exemple, je prends V égale à R3, l'espace R3. C'est l'espace réel à 3 dimensions, comme on dit. W, c'est l'ensemble des x, y, z, tel que x plus y plus z égale à 0, et U, c'est l'ensemble x, y, z, tel que x plus y égale z. Ces deux ensembles-là, sous-ensemble de V égale à R3, sont bien des sous-espaces vectoriels de R3. Enfin, c'est vérification immédiate. Et leur intersection, quand on calcule leur intersection, c'est-à-dire un élément x, y, z va appartenir à l'intersection si seulement s'il vérifie x plus y plus z égale à 0 et x plus y égale z. Autrement dit, je vais avoir z égale à 0. Donc finalement, je vais avoir l'ensemble des éléments x, y, z va vérifier, puisque z égale à 0, je vais avoir y égale moins x, donc je vais avoir x moins x, et z bien sûr égale à 0. Donc w inter u, les éléments de w inter u vont avoir la forme x moins x, 0, où x parcourt R. Donc là, je définis, je précise bien
l'intersection W inter U. Remarque, l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel, mais la réunion ne l'est pas. Quand vous prenez deux sous-espaces vectoriels U et W, leur réunion n'est pas nécessairement un sous-espace vectoriel. Hein? Donc, c'est ce que je dis ici. La réunion de sous-espaces vectoriels de V n'est pas nécessairement un sous-espace vectoriel de V. Et là, je vous donne un exemple. On se situe dans R2. Hein? Alors, U égale X0 pour X parcourant R, et W égale 0Y pour Y parcourant R. U union W n'est pas un sous-espace de V égale R2. Quand vous prenez U égale X0 avec X parcourant R et W égale l'ensemble des couples 0Y avec Y parcourant R, U union W n'est pas un sous-espace vectoriel de V égale R2. Maintenant, on va envisager ce qu'on appelle la somme de sous-espaces. Alors, la somme de sous-espaces, on considère V un espace vectoriel, hein, W et U des sous-espaces vectoriels de V, et on peut, à partir de ces deux sous-espaces W et U, avoir un troisième sous-espace qu'on note W plus U, c'est l'ensemble des éléments A plus B, où A parcourt W et B parcourt U. Vous voyez, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont de la forme A plus B, avec A dans W et B dans U. C'est ça ce qu'on appelle W plus U. C'est l'ensemble des couples, des vecteurs A plus B, où A est dans W et B est dans U. On montre facilement que W plus U est un sous-espace vectoriel de V, appelé la somme de W et de U. Exemple, V égale R2, W c'est l'ensemble des XY tels que X plus Y égale à 0, et U c'est l'ensemble des couples AB tels que A égale à 0. On vérifie facilement que W et U sont des sous-espaces vectoriels de V égale à R2. Maintenant, la somme W plus U, c'est les éléments X, Y, comme X plus Y égale à 0, on va mettre X, et comme A égale à 0, donc quand on fait un élément de W plus un élément de U, il y aura X, la première composante d'un élément de U étant nulle, donc je vais mettre X, et puis ici, au lieu de mettre Y, je vais mettre moins X, parce que X plus Y égale à 0, donc Y égale à moins X, donc je vais mettre moins X plus B. Et donc, W plus U, ça sera l'ensemble des éléments X, moins X plus B, où XB parcourt R. Mais là, quand XB parcourt R, les couples X moins X plus B vont parcourir tout R2. Autrement dit, que finalement, W plus U, c'est R2. C'est tout R2. Bien. Un autre exemple, c'est V égale à R3. Et W, c'est l'ensemble des X, Y, Z, tels que X plus Y plus Z égale à 0, et U égale ABC avec A égale 2B. Alors, on vérifie facilement que W et U sont des sous-espaces vectoriels de V, facilement vérifiables, et que la somme W plus U, c'est exactement l'ensemble des triplés de la forme X plus de B, virgule, Y plus de B, virgule, moins X moins Y plus C, avec X, Y, B et C parcourant R. Et on vérifie là aussi que ces couples de cette forme-là parcourent tout R.
Autrement dit que tout élément parcourt tout R3. Autrement dit que tous les éléments de R3 peuvent être mis sous cette forme-là. Autrement dit que la somme W plus U, c'est exactement R3. Donnons-nous d'autres exemples. C est un espace vectoriel sur R, comme on le sait déjà. Je considère dans cet espace vectoriel, qui est C, espace vectoriel sur R, je considère le sous-ensemble U égale l'ensemble des complexes de la forme BI tel que B appartient à R. Cet ensemble U est un sous-espace vectoriel de C. U est un sous-espace vectoriel de C. Bien. Aussi, on sait que R est un sous-espace vectoriel de C. Donc, on peut envisager U, R plus U. On peut envisager la somme des sous-espaces vectoriels R et U. R, c'est un sous-espace vectoriel de C. U aussi, on a vu qu'il était un sous-espace vectoriel de C. Donc, je peux envisager la somme R plus U. Ça sera quoi? Ça sera l'ensemble des éléments de R, c'est-à-dire petit a, plus un élément de U, c'est-à-dire un élément de la forme BI, avec A, un élément de R, B, élément de R. Donc, c'est ça, la somme A, R plus U. C'est l'ensemble des éléments de la forme A plus BI, avec A, élément de R, et B, élément de R. Mais ça, c'est exactement C. Autrement dit, on a montré que R plus U, c'est C. Autrement dit, on a montré que le sous-espace R plus le sous-espace U vont former, leur somme va former tout l'espace C. Un autre exemple. Je me situe dans l'espace vectoriel V égale R2. Et je considère U comme étant l'ensemble des couples XY tels que X élément de R. Je considère aussi W comme étant l'ensemble des couples 0Y tels que Y élément de R. On voit bien que ces deux sous-ensembles sont des sous-espaces vectoriels de V. U est bien, d'une manière évidente, c'est un sous-espace vectoriel de V égale à R2. W aussi est un sous-espace vectoriel de V égale à R2. Alors, quelle est la somme U plus W? U plus W, c'est l'ensemble des éléments. Un élément de U, c'est-à-dire un élément de X, de la forme X0, plus un élément de W, c'est-à-dire un élément de la forme 0Y, tel que, bien sûr, X parcourt R, Y parcourt R. Mais ça, c'est exactement X0 plus 0Y, c'est le couple X0, et bien sûr, X parcourt R, Y parcourt R. Autrement dit, on voit bien que c'est exactement R2. Donc finalement, U plus W, leur somme forme R2. On va voir dans les leçons prochaines que ce genre de sous-espace, dans la somme forme l'espace tout entier,
sont très intéressants. Hein? L'un est intéressant pour l'autre, si j'ose dire comme ça. Un autre exemple, c'est quand vous prenez V, un espace vectoriel. Et on sait que 0 et V sont des sous-espaces vectoriels. Donc je peux envisager la somme de 0 et de V, 0 plus V. Mais 0 plus V, c'est un élément de 0, c'est-à-dire 0, plus un élément de V, un élément U de V, avec U appartenant à V, mais ça c'est exactement l'ensemble des éléments U tels que U appartiennent à V. Autrement dit, 0 plus V, ce n'est autre que l'espace V tout entier. Donc, quand vous ajoutez V et 0, vous trouvez V. Plus généralement, quand vous avez V, un espace vectoriel, et W, un sous-espace vectoriel, quand vous ajoutez 0 à W, vous trouvez toujours W. Donc l'espace nul, si vous voulez, quand il s'agit de la somme de sous-espaces vectoriels, c'est comme s'il était neutre. Un dernier exemple, c'est que dans R3, on considère U égale l'ensemble des x, y, z tels que x plus y plus z égale à 0. Et W, c'est l'ensemble des x, y, z tels que x plus y égale à 0 et z égale à 0. Qu'est-ce qu'on remarque dans ces deux exemples-là? C'est que un élément qui appartient à W, il doit vérifier x plus y égale à 0 et z égale à 0. Donc nécessairement, il va vérifier x plus y plus z égale à 0. Autrement dit que W est inclus dans U. Dans ce cas-là, c'est quoi W plus U? Ben, ça sera U. Parce que W est inclus dans U. Et ça, c'est une propriété qui est générale toujours. Si W est inclus dans U, autrement dit, si W est un sous-espace vectoriel de U, alors W plus U, c'est U.